Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole, on se dit, bon, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment, on va voir comment cela fonctionne. C'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année? Voilà, c'est ça. Ouh, c'est gênant. Et Michel Onfray est philosophe, hein, oui, philosophe, c'est bien écrit dans le bandeau qui le présente. Et c'est pas usurpé, hein, il a fait une thèse en philosophie, il a enseigné, il a publié des livres. Certes, pas tellement d'articles de recherche à ma connaissance, mais des livres au tractopelle, ça, oui, sa bibliographie est tellement longue qu'ils en ont fait un article Wikipédia à part. C'est peut-être bien l'un des philosophes vivants les plus connus en France aujourd'hui, hein. Surtout ici en Normandie, c'est un enfant du pays, alors je peux vous dire c'est une star le Michel, on n'y touche pas. Et là c'est pas comme si on l'avait interrogé sur l'épidémie de but en blanc au tout début sans qu'il ait rien pu préparer. Là on est 9 mois dans la pandémie et on a affaire à un philosophe qui nous a carrément pondu un livre sur le sujet, La vengeance du pangolin que ça s'appelle, sous-titré Penser le virus. Ah ça on sent qu'il a pensé le virus, hein, avec toute son expertise philosophique, hein. C'est beau, bel exemple. Bonjour à tous et aujourd'hui donc on va s'intéresser à la question de savoir pourquoi si souvent les philosophes médiatiques disent, pardonnez mon jargon mais il faut employer le terme technique, de la merde. C'est de la merde. Ou plus exactement ce que j'appellerais plus loin de la merdasse grandiloquente. Merdouille rhétorique, hein, je sais pas, la terminologie est pas encore bien fixée, hein. On travaille là-dessus. Parce qu'au-delà du rire légitime que peuvent provoquer les déclarations involontairement comiques et affligeantes de tel ou tel philosophe de télé ou de radio, ça me semble poser un problème réel pour l'image de la philosophie en France. Imaginez un instant que quand on parle de science, la première idée qui vienne à la tête de la plupart des gens, ce soit les frères Bogdanov ou Aberkan. Bande de débiles. On se dirait sans doute qu'il y a un problème assez grave dans l'image des sciences qui est véhiculée par là. Et cet état de choses amuserait moyennement les scientifiques sans doute. Et ben c'est un peu ça pour la philosophie quand l'image du philosophe par excellence telle que véhiculée par les médias, et peut-être la seule idée que beaucoup de gens s'en font, eh bien c'est Onfray ou BHL. Voilà pourquoi dans cette vidéo un peu spéciale comme la moitié des vidéos sur YouTube, on va essayer de réfléchir à ça et vu qu'on est en plein reconfinement et deuxième vague, on va surtout s'intéresser à la façon dont ces derniers mois les médias ont traité la parole des philosophes à propos du coronavirus. Il se trouve que ça offre un cas d'école des plus intéressants. C'est de la merde. Ça serait pas formidable, ça, mes chers amis. Vraiment, la plus grande merde des merdes. Et c'est l'histoire d'une amitié. C'est toujours de la merde. Car oui, notre expert du Covid-18 avec sa vengeance du pangolin n'est pas le seul philosophe médiatique qui nous ait pondu de la prose pour penser le virus. BHL aussi, vous le savez sans doute car comme toute personne de qualité, vous suivez de près l'actualité littéraire de cet homme à la chemise blanche impeccable, mais stratégiquement déboutonné pour laisser voir un éclair de son torse et de sa liberté d'esprit. J'aime me beurrer la biscotte. BHL donc a publié cet été un essai intitulé « Ce virus qui rend fou ». Véritable pamphlet écrit au vitriol qui porte un regard sans concession sur la folie sanitaire du monde qui nous entoure. Quelque chose dans ce goût-là, tout à fait modeste. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'image que les auteurs de ces livres sur l'épidémie ont renvoyée sur la scène médiatique en tant que philosophes qui pensent le virus. Alors, on a déjà eu un aperçu de la solidité de l'expertise de Onfray, et pour se donner une idée de celle de BHL et de son impact médiatique, on se rappellera avec profit de ce tweet surréaliste dont il s'est fendu pendant l'été. Molière a inventé le malade imaginaire. Voici venu le temps du malade sans le savoir, c'est-à-dire asymptomatique, et d'autant plus dangereux, voire coupable, qu'il est malade sans l'être. Absurdité médicale, forfait moral et politique, crime contre l'esprit. Hashtag ce virus qui rend fou. Ah oui, il a du style et des idées, le monsieur, c'est certain. Absurdité philosophique, forfait intellectuel et poétique, crime contre Twitter. Lessive en poudre. Ah non, ça c'était ma liste de courses. Bon, c'est un tweet d'une stupidité qui se suffit à elle-même quelque part, elle n'a pas besoin de commentaires. Mais notez que c'est quand même un tweet auquel le ministre de la Santé a répondu publiquement. Et on en a parlé dans les médias, hein. Du coup c'était une information. Pour BHL, les asymptomatiques sont des absurdités médicales. Voilà. C'est une information. Faites-en ce que vous voulez. Parce que j'ai fait un peu de philosophie dans ma vie. Et c'est typiquement ce genre de propos qui forge l'identité médiatique du philosophe. La parole grandiloquente qui prétend s'élever au-dessus de la masse, j'ai la main qui sort du cadre du coup, s'élever au-dessus de la masse et du préjugé, qui se veut belle et profonde mais qui ne se rend pas compte qu'elle ne maîtrise absolument pas le sujet dont elle parle et qui se rend du coup totalement ridicule en fin de compte. Quand on sait pas, on ferme sa gueule. Et pour finir sur ce tour d'horizon des philosophes du Covid, le philosophe qu'on a pu voir absolument partout pour donner son expertise philosophique
sur l'épidémie, même si lui est quand même bien différent, il dit bien moins de conneries, et d'ailleurs il a eu bon goût de ne pas publier de livre à ce sujet, en tout cas pas pour l'instant, c'est le sémillant André Comte-Sponville. Et c'est surprenant parce que c'est pas un type qu'on entend tout le temps, André Comte-Sponville, mais si vous tapez philosophe plus Covid ou philosophe plus coronavirus, il n'y a que lui quasiment. Il est partout, il a été partagé, repartagé, on l'aime beaucoup cet André Comte-Sponville, c'est vraiment notre philosophe du Covid. Bon, il y a quand même un peu de BHL et d'Onfray qui pop de temps en temps, mais vous voyez, c'est surtout du André Comte-Sponville, surprenamment. Donc voilà, avec ces trois-là, on a un spectre qui couvre assez bien la représentation médiatique typique du philosophe parlant de l'épidémie. Et c'est bien triste parce que, vous l'aurez compris, ces trois-là ne brillent pas particulièrement par la pertinence de leurs analyses sur le sujet. Et c'est un euphémisme gros comme ma profonde déception face à la vacuité de leur discours. Enfin, je suis pas complètement nigo. Le truc, c'est que moi, je pense qu'ils disent de la merde. Mais avant d'aller plus loin, faisons-nous plaisir et donnons juste quelques exemples supplémentaires, déjà parce que c'est drôle, et puis c'est quand même intéressant de voir jusqu'à quelle profondeur de what the fuck on a pu creuser, hein. C'est mon côté géologue si vous voulez. Vous vous souvenez peut-être que dans un long texte assez ridicule sur Raoult, Onfray terminait en s'extasiant sur ceci que Raoult dispose de la ligne directe avec la vie. Ouais, rien que ça, la vie avec un grand V. Et ça sort pas de nulle part parce qu'en fait depuis un moment Onfray baigne dans une sorte de spiritualité vitaliste et c'est le genre de truc dont c'est pas clair de savoir si c'est juste métaphorique et dans ce cas ce serait juste une façon imprécise et trompeuse de ne rien dire de neuf ou si c'est à prendre en un sens littéral et dans ce cas bah on est juste dans de la pseudo-science en fait. Et dans ces moments qu'on traverse où il faut quand même être un peu sérieux quand on parle de biologie, voir Onfray défendre Raoult avec un vocabulaire vitaliste c'est peut-être moins anodin qu'il n'y paraît. Côté BHL, j'ai tellement aimé sa déclaration d'impossibilité de seconde vague. Surtout pas de subtilité, hein. Impossible, c'est radical. Donc nous sommes visiblement hors du possible actuellement, hein. Nous ne pouvons pas exister. Et pourquoi impossible? Eh bien impossible because test, because masque, because immunité, hashtag ce virus qui rend fou. On dirait une blague ou une parodie, mais en fait non, c'est juste lui. Il est à lui-même sa propre parodie. Ça quelque part c'est profond, ouais. On n'est jamais aussi bien parodié que par nous-mêmes. C'est quand j'essaye d'imiter Antoven que je dis des trucs pareils en fait. Enfin bref, là avec Onfray et BHL, quand je parle de philosophes qui disent de la merde, on y est vraiment, là on y est en plein dedans. De la bonne grosse merde. Merde, oui, mais une grosse merde bien pourrie tu dis. Oui. Alors André Comte-Sponville quand même, il faut le mettre un degré en dessous, enfin ou au-dessus, enfin ça dépend l'axe que vous suivez, bref. Il est beaucoup plus intéressant parce qu'il est nettement moins caricatural, il dit pas d'énormité à la BHL ou Onfray. En fait, et c'est peut-être une raison de son étrange prédominance quand on cherche un philosophe qui parle du Covid, alors même qu'il n'a rien écrit dessus et qu'il n'a aucune expertise particulière pour en parler, j'ai l'impression qu'il incarne très bien, sans excès extraordinaire mais avec ce qu'il faut de panache, le point de vue du philosophe tel qu'un peu tout le monde s'imagine le philosophe en général. C'est une sorte d'archétype de philosophe si vous voulez, ça le rend forcément très intéressant. Alors voyons de plus près ce qu'il raconte et je dirais qu'il y a en gros 4 points qui reviennent dans presque toutes ses interventions. Et notez que ce sont des points qu'on retrouve aussi dans pas mal d'interventions de BHL ou d'Onfray, hein. C'est son côté philosophe archétypal. Ouais, archétypal, pourquoi pas, je le place de temps en temps celui-là. Alors le premier point, ce sont des banalités générales énoncées comme s'il était le seul à oser les penser. Par exemple que la santé n'est pas tout ce qui compte dans la vie. La santé est une chose très importante, il n'y a pas que ça dans la vie. Je ne peux pas faire de la santé la valeur suprême. Le courage, la liberté, la justice, le bonheur, l'amour, la justice. L'amour, voilà les valeurs suprêmes. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et surtout que la mort fait partie de la vie et qu'il faut bien mourir de quelque chose. Il faut bien mourir de quelque chose. Il faut bien mourir de quelque chose. Il faut bien accepter que nous soyons mortels. Nous sommes mortels. La mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Évidemment, bande d'imbéciles. Mais tout ça en citant Montaigne évidemment, hein, pour rappeler aux journalistes qu'il n'est pas en train d'interviewer le premier crétin venu. Mais ça fait partie de la vie. Vous savez ce qu'écrivait si joliment Montaigne? Tu ne meurs pas de ce que tu es malade. Tu meurs de ce que tu es vivant. En fait, je me dis qu'on dirait un peu une version IRL du docteur en philosophie. Vous savez, quelqu'un lui dit « Aidez-le, il va mourir » et il répond « Nous allons tous mourir. Tous mourir. » Le deuxième point, c'est une volonté de minimisation, de relativisation, de « vous savez, on en a vu d'autres ». Tout ça n'a rien d'exceptionnel, on se laisse pas impressionner par si peu, nous autres philosophes. Hein, parce que nous, on a du recul, hein, on a le sens du temps long. 25 siècles d'histoire de la philosophie, hein, c'est avec ça qu'on pense. Nous. Montaigne n'a pas connu la Covid-19, il a connu la peste. Montaigne, il a connu la peste. Il faut comparer à la peste, qu'a connu Montaigne, où le taux de mortalité était proche de 200%. Proche de 200%. Et le rôle du philosophe, un peu de recul, c'est de le relativiser. Il y a plus grave. 150 000 personnes meurent chaque année de cancer, donc beaucoup plus que de la Covid-19. Mais les morts du cancer, j'ai l'impression qu'il le fait moins maintenant parce que forcément l'ordre de grandeur du nombre de morts de Covid commence à se rapprocher dangereusement. Donc forcément pour relativiser c'est moins efficace. Et quoi qu'il en soit, ça passe totalement à côté du fait que s'il y a eu jusque-là que 40 000 morts du Covid en France,
et que 1,2 million de morts dans le monde, c'est justement parce qu'on a pris presque partout des mesures assez radicales pour freiner la propagation du virus. Et ça m'amène à la troisième caractéristique de son discours, l'absence de raisonnement contrefactuel. C'est-à-dire des raisonnements qui consisteraient à tâcher d'évaluer ce qu'il se serait passé si on avait fait autre chose. Et ce qui va avec ce refus du raisonnement contrefactuel, c'est la déploration du cours actuel des choses, typiquement en mode on en a trop fait, finalement c'est pas si pire, hein, on voit pas pourquoi on restreint tant que ça nos libertés juste pour une maladie qui tue 3 petits vieux dans des EHPAD. Mais sans s'engager explicitement sur ce qu'il aurait fallu faire à la place. On voit très bien la gêne qu'il y a lorsqu'on pose des questions du type mais du coup il aurait fallu ne pas confiner. Je dis pas qu'il fallait pas le faire, d'ailleurs c'est pas ma compétence. Certainement, il fallait confiner. Mais il fallait probablement le faire de manière plus dosée, il fallait le faire de manière mieux articulée, je ne sais pas. Quand on sait pas, on ferme sa gueule. Je ne sais pas. Parce que j'ai fait un peu de philosophie. Eh bien ça me donne envie de pleurer. C'est vraiment tout un art de déplorer, de critiquer le cours des choses, hein, pour montrer qu'on a un regard acéré sur le monde qui nous entoure, bien sûr, mais sans jamais se mouiller pour dire quel autre cours aurait été préférable. L'absurdité et la mauvaise foi de cette posture est magnifiquement résumée dans une formule de BHL lui-même, il semblait très fier de l'avoir trouvée. Le masque, fallait le porter en râlant. Je m'y suis plié, franchement, en râlant, en rouspétant. Mais si tu veux vraiment râler, explique-nous quelle décision il aurait fallu prendre à la place d'imposer le port du masque et quelles conséquences cela aurait eu sur l'évolution de l'épidémie. Sinon, c'est que t'es juste en train de râler comme un enfant qui comprend pas pourquoi on lui impose des trucs. En râlant. Et il me semble que si ce type de critique philosophique, et là vraiment je mets des énormes guillemets là vraiment, si ce type de critique donc ne va pas plus loin en faisant un raisonnement contrefactuel, c'est tout simplement parce que évaluer les conséquences d'avoir fait ceci plutôt que cela dans la gestion d'une épidémie, ça demande des compétences que n'ont pas nos chers philosophes. C'est notamment le boulot des épidémiologues, ces êtres inhumains pour qui le monde n'est qu'un froid tableau de statistiques. Et c'est pas les statistiques qui meurent, ce sont les individus. Quand vous avez des gens qui arrivent en disant mais regardez, j'ai apporté des schémas, regardez la courbe, regardez les chiffres. Mais on fait dire ce qu'on veut. Et ça m'amène au quatrième point qui est probablement le plus caractéristique de la prise de parole des philosophes du Covid dans les médias. J'ai envie d'appeler ça l'envolée humaniste contre l'inhumanité médicale. Il faut, avec des trémolos dans la voix et de la dignité dans le sourcil, rappeler que la vie humaine ne se réduit pas à des chiffres, que le rapport à l'autre, avec un grand A, ne se réduit pas aux gestes barrières. Il faut condamner l'hygiénisme, le sanitairement correct, le panmédicalisme, et exalter l'humain dans son mystère, dans sa richesse, dans sa spécificité, dans sa vie avec un grand V. Cette vie que seul un scientifique nietzschéen comme Raoult pouvait comprendre, évidemment. Un être humain, c'est ce corps, ce paquet d'organes, mais c'est aussi un trait de foudre qui est venu d'ailleurs et qui a fait de lui un véritable humain. L'hygiénisme, c'est d'oublier ça. Le sanitairement correct, qui est le contraire de la liberté de l'esprit. Cette pression du sanitairement correct, le sanitairement correct, le sanitairement correct. Il est sanitairement incorrect d'oser s'interroger. L'ordre sanitaire ou le sanitairement correct, c'est ça. L'ordre sanitaire, que j'appelle le panmédicalisme, tout sacrifié à la santé. Le panmédicalisme, le panmédicalisme. Pan en grec, ça veut dire tout. C'est d'abord la vie elle-même, c'est le bonheur, c'est la liberté. Et donc résister au panmédicalisme, résister au sanitairement correct, résister à l'ordre sanitaire. Bingo! Dans la même veine, on pourra enchaîner avec une envolée tout aussi vigoureuse sur la liberté et contre l'oppression, et surtout sans s'embarrasser de subtilité, hein. Faisons comme si le choix se résumait à... Moi je préfère attraper la Covid-19 dans une démocratie, plutôt que ne pas attraper la Covid-19 dans une dictature. Il a peut-être oublié que parmi les pays qui ont indiscutablement le mieux géré cette crise, il y a bon nombre de démocraties en fait, comme la Corée du Sud par exemple. Sauf que dans ces pays, les André Comte-Sponville qui déplorent qu'on en fasse tant pour une maladie qui tue juste 3 petits vieux, eh ben ils passent pas pour des modèles de sagesse justement. Et on leur tend pas un micro à toute heure à la télé. Mais bref, quoi qu'il en soit, il n'y a jamais vraiment de fond en fait derrière ces envolées de l'humain contre l'inhumain, de la liberté contre l'oppression. C'est surtout lyrique, ça cherche moins à transmettre une idée qu'un sentiment. À bien l'examiner vraiment, ça n'affirme jamais grand chose ou seulement des banalités du type la vie c'est quand même un peu plus qu'un simple chiffre dans un tableau de statistiques et puis c'est quand même triste qu'on puisse plus se faire la bise comme avant. Plus rien n'était plus rien. Des villes sans visage, sans sourire. La France n'était plus la France. Mais enfin c'est quand même pas la fin du monde. Ah bah
ça, ma bonne dame, depuis que ces Chinois nous ont inventé ce virus, c'est le monde à l'envers. En fait, sous beaucoup d'aspects, ces 4 points forment un discours qui n'a rien de bien original et que beaucoup d'autres tiennent. C'est pas beaucoup plus que des idées de café du commerce, mais servies avec panache et érudition. Au fond, le succès d'un André Comte-Sponville comme philosophe du Covid, partagé et repartagé sur les réseaux, j'ai l'impression que ça tient beaucoup à ce petit plaisir de reconnaître en autrui une pensée banale qu'on a eue soi-même, mais qu'on retrouve chez lui ennoblie par le panache du philosophe, par un cachet de sagesse antique. Et de se dire, mais oui, ça aussi je l'ai pensé, c'est donc que c'était pas si bête ce que je pensais. Mais ce petit plaisir est quand même très vain et ne devrait pas nous faire oublier que ces idées ne sont pas à la hauteur de la complexité de ce qui se passe dans cette pandémie. Et que si on a ce petit plaisir-là, c'est précisément parce que ce sont des idées banales et qu'on n'apprend strictement rien en les entendant répéter dans la bouche d'un autre qui les dit mieux. Et c'est triste que la philosophie face à cette crise ne soit pas perçue comme étant capable de produire autre chose que cette merdasse grandiloquente. Et le pire encore, c'est quand cette merdasse arrive à se faire admirer comme étant de la philosophie par excellence. Mais c'est de la merde! Parce que, en réalité, heureusement, les philosophes ont des choses bien différentes et bien plus intéressantes à dire que ça sur cette pandémie. Seulement, ces autres voix sont beaucoup moins audibles médiatiquement. Pourquoi cela, me direz-vous? Et vous pensez peut-être que c'est parce que ce ne sont pas des voix de philosophes médiatiques. Et effectivement, il y a beaucoup de ça. Mais c'est pas la seule raison, parce qu'il y a quand même aussi des philosophes médiatiques qui tiennent un discours plutôt pertinent sur le coronavirus. Il y a Étienne Klein, par exemple aussi, même si c'est pas le plus médiatique des philosophes. Et donc au début on dit je ne suis pas médecin mais je... Mais c'est pas médecin. Mais je... Et puis à force d'entendre les experts... Pour qui se prennent-ils? On se rend compte que c'est quand même compliqué l'épidémiologie. Et on arrête de dire ce genre de phrases. Mais c'est pas médecin. Mais prenez même Raphaël Enthoven, dans le genre philosophe médiatique, il se pose là quand même. Et croyez bien que je le porte pas spécialement dans mon cœur, mais sur le coronavirus, je dois reconnaître que ce qu'il dit est plutôt juste en général. Le je ne suis pas médecin mais, qui est une version moderne du oui d'accord mais enfin tout de même, je ne suis pas médecin mais enfin j'ai pris de la chloroquine et je me sens mieux aujourd'hui, donc bon, je dis ça, je pose ça là. Cette illusion, si vous voulez, que la connaissance commune ou l'expérience commune peut fonder la science, qui est une illusion à mon avis criminelle, délétère. La médecine n'est que très partiellement une science exacte, c'est encore pire que la philosophie. Bon, je dis ça, je pose ça là, si vous voulez. Ce serait déjà un beau progrès si le philosophe du Covid par excellence, c'était lui plutôt que Onfray BHL ou André Comte-Sponville. Et a priori, on pourrait se dire qu'Enthoven a bien une stature médiatique suffisante pour occuper la scène aussi bien qu'eux, voire davantage. Par exemple, si vous cherchez un philosophe qui parle d'écriture inclusive, croyez bien que vous allez le trouver tout de suite. Et devinez quoi, c'est plutôt pour dire de la merdouille grandiloquente pour le coup. C'est le cerveau qu'on vous lave quand on purge la langue. Exactement comme le novlangue dans 1984. Un négationnisme vertueux. C'est toujours de la merde. Mais sur le Covid, sur ce sujet particulier où il ne dit vraiment pas de la merde et où il serait judicieux qu'il soit entendu, eh bien Enthoven reste bizarrement beaucoup moins visible et beaucoup moins partagé que les 3 mousquetaires du Covid, Onfray, BHL et André Comte-Sponville. Du coup, on pourrait se dire que la question n'est pas tant de savoir pourquoi les philosophes médiatiques disent de la merde, mais pourquoi les philosophes sont-ils médiatisés quand ils disent de la merde? Et peut-être bien que c'est parce qu'ils en disent, justement. Si bien que ce serait pas étonnant que les philosophes les plus médiatisés soient souvent ceux qui en disent le plus. De la merde. Je viens sur les médias, je ne dis pas que je n'y suis pas, mais j'y suis un peu trop à mon goût même d'ailleurs. Quand un scientifique s'exprime sur un plateau de télé ou de radio, il se sent pas a priori dans le rôle de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Il est là avant tout pour parler de ce dont il est expert et dans la mesure du possible présenter l'état du débat tel qu'il est plutôt que simplement son opinion personnelle. Et ça je pense que les journalistes le comprennent à peu près. En général ils vont pas s'attendre à ce qu'un scientifique se comporte comme un éditorialiste qui aurait une opinion à donner sur tout. Et je me dis qu'on pourrait et même qu'on devrait traiter les philosophes d'une façon similaire en fait. Or ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce qu'on attend en général d'un philosophe qui vient sur un plateau de télé, c'est pas qu'il parle de l'état du débat dans tel ou tel champ de la philosophie dont il serait spécialiste, comme le premier scientifique venu. On veut plutôt que le philosophe nous donne son point de vue général sur le monde, son opinion, ou disons plutôt sa pensée, parce que c'est noble l'opinion d'un philosophe, c'est de la pensée. Bah ouais, quand Onfray donne son opinion sur le virus, et bah pof, il a pensé le virus. Enfin, le virus il l'a pas vu venir, il était là tranquille en train de se propager, et puis bim, il s'est fait penser par Onfray. C'est ça la puissance intellectuelle. Ou pour le dire autrement, le philosophe médiatique disserte. C'est ça son boulot, disserter sur tout et n'importe quoi. Et de fait, la dissertation est très étroitement associée à l'image de la philosophie en France. Qu'il est le jour où l'on entend le plus parler de philosophie, c'est le premier jour du bac avec tous les sujets de dissertation à la con. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Est-il possible d'échapper au temps? Et éprouver l'injustice, est-ce renoncer à sa liberté? Nécessaire pour savoir.
la meilleure politique. Ce qui est juste notre bonheur. Toujours un sujet sur l'art, tous les ans. Mais il faut savoir que ça va bien au-delà du bac, la dissertation. Dans la formation de la plupart des philosophes, la dissertation tient une place centrale de fait. Car, et c'est une autre source du problème, le parcours typique du philosophe en France, c'est un parcours avant tout littéraire qui passe par la prépa littéraire, l'ENS lettres classiques ou lettres modernes et l'agrégation. Et dans les prépas littéraires et dans les concours de l'ENS et de l'agrégation, la dissertation, c'est l'épreuve reine. C'est plus de la moitié des épreuves qui sont des sortes de dissertations. Et très souvent, c'est même pas des dissertations sur des questions d'ailleurs. On vous donne un mot, juste un mot, genre la clarté, vous avez 7 heures. L'avantage, j'ai vraiment eu droit à celle-ci à un concours. Mais oui, c'est clair. Ou parfois ils sont chauds, ils mettent carrément 2 mots, genre le tas et le tout. Et celui-là aussi, je l'invente pas, hein, il est vraiment tombé à un oral de l'ENS d'un ami qui d'ailleurs est entré à l'ENS, donc en dissertant brillamment sur le tas et le tout. Parce que j'ai fait un peu de philosophie. C'est avant tout à cet exercice tellement bizarre qu'on doit s'entraîner encore et encore quand on fait de la philosophie en France. En tout cas, quand on suit la voie royale, hein, c'est-à-dire prépa lettres, ENS, agrégation. D'ailleurs, pour ma part, je suis pas passé par la prépa, je suis allé direct à la fac, j'ai fait un doctorat et j'ai passé le CAPES, donc j'ai rien fait de tout ça. Et voilà, ça c'est un parcours qui ne mène pas au plateau télé, hein, ça on finit sur YouTube. Mais donc pour en revenir à la dissertation qui vraiment domine l'image associée à la philosophie en France, il faut bien voir que c'est un exercice avant tout rhétorique et ça n'a rien, mais alors vraiment rien à voir avec ce qu'on demande d'un véritable chercheur en philosophie. Et ce qui est malheureux, c'est que certains philosophes en France, à force de faire des dissertations et des dissertations encore, semblent finir par croire que c'est vraiment ça la philosophie. C'est disserter brillamment, comme ils ont disserté brillamment pour entrer à l'ENS, pour avoir l'agrégation, et comme ils ont continué de disserter ensuite en donnant des cours en prépa ou à Sciences Po pour préparer la génération suivante à passer les mêmes concours où la dissertation est reine. Et c'est le grand cycle de la dissertation qui se répète. Eh bien ça me donne envie de pleurer. Du coup, pour en revenir quand même au personnage du philosophe médiatique, effectivement, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il disserte en fait. Qu'est-ce que Michel Onfray pense du profit? Ah, je le défends. Et finalement, c'est du pain béni pour les médias parce que ça fait du philosophe une sorte de variation sur un type de personnage dont on raffole sur les plateaux de télé, un éditorialiste. Mais quand même en plus chic et en plus noble que le vulgaire éditorialiste qui parle d'actualité. Le philosophe, c'est un éditorialiste avec un supplément d'érudition et de profondeur, une sorte d'éditorialiste du temps long qui porte un regard critique sur le cours du monde du haut de sa montagne de 25 siècles de philosophie. La lecture de Montaigne nous aide à prendre du recul. J'ai lu un tout petit peu de Freud, un tout petit peu de psychanalyse. Comment dit le rôle d'un intellectuel? Hegel, naturellement. C'est d'apporter un peu de complexité. De crétinisme. Un peu d'intelligence, si on peut. D'ignorance. Et un peu de sérénité. Une monstruosité. Et on aime qu'il joue ce rôle sur les plateaux de télé, on l'attend dans ce rôle. Voilà pourquoi il doit parler de liberté, d'humanité, mettre en scène ses grandes perspectives, avoir ce recul profond sur les choses, la vie et la liberté, et j'ai dit 2 fois liberté du coup. Donc même quand l'actualité fait surgir des questionnements philosophiques précis et finalement assez techniques, par exemple sur les justifications éthiques et épistémologiques des essais contrôlés randomisés, on va pas tellement se soucier d'inviter des spécialistes de philosophie de la médecine, d'éthique, d'épistémologie pour rappeler quel est l'état du débat sur ces sujets. Non, surtout pas, c'est pas ça un philosophe sur un plateau de télé. On préférera toujours inviter ces grands disserteurs qui au moins ne vont pas nous ennuyer à expliquer la notion d'équipoise clinique. Ils vont plutôt nous rappeler la sagesse qu'il y a à accepter notre condition de mortel. Car comme disait Montaigne, la vie ne se réduit pas à des colonnes de chiffres. Ouais. C'est ce que Alexandre Kojève, grand commentateur de Hegel de la phénoménologie d'esprit, appelle les conneries du conseil scientifique. Il y a quelque chose dans l'humanité qui s'appelle le complexe d'Édipe. Voilà comment ça doit parler un philosophe, un vrai. Et certes, comme je l'ai dit, il y a des philosophes à qui ça convient très bien d'endosser ce rôle de grand disserteur sur sa montagne, éditorialiste avec un supplément d'âme, et qui pensent peut-être sincèrement que oui, c'est ça, pratiquer la philosophie. Mais pour ma part, et je ne pense pas me tromper en disant que ça traduit le sentiment d'une large part de mes collègues philosophes et de l'immense majorité des philosophes analytiques en particulier, je trouve qu'en jouant ridiculement ce rôle ridicule, ils ne font pas du tout honneur à leur profession. En philosophie aussi, vous avez des charlatans diplômés. Et notez que cette méconception de la philosophie, elle a aussi pour effet que n'importe qui peut se draper de l'habit du philosophe. Il n'y a pas de connaissances ni de compétences particulières à démontrer pour cela, si bien que lorsqu'un certain scientifique prend des airs de philosophe ombrageux très au-dessus de tout ça, en se réclamant de Nietzsche, de Feyerabend, de Husserl, et se disant épistémologiste, humaniste, postmoderniste, eh ben ça plaît bien, c'est télégénique. Et surtout, on ne verra pas pourquoi lui opposer la parole de véritable spécialiste sur ces sujets, puisqu'après tout, c'est pas comme si ça nécessitait vraiment une expertise de la philosophie. Après tout, une dissertation, on a tous fait au bac et n'importe qui peut lire Nietzsche et se dire nietzschéen. Mais vous vous doutez bien que les philosophes un tant soit peu compétents sur les questions dont ils parlent sont juste atterrés par le n'importe quoi et l'incompétence de Raoult sur la philosophie. Raoult, philosophe, on peut le dire, c'est de la merde. Non, c'est Klug.
si, c'est de la merde. En particulier sur l'épistémologie de Raoult, je vous recommande la lecture de l'article de Florian Kova, qui s'est donné la peine de vraiment lire tout ça, et c'est pas joli forcément. Ceci dit, l'article est vraiment instructif sur l'épistémologie du coup. Je vais vous faire un cours d'épistémologie, vous voyez. L'épistémologie, c'est l'histoire des sciences. Mais donc voilà, l'épistémologie, c'est pas un hobby de scientifique. L'éthique médicale, ce sont pas juste les préférences subjectives d'un médecin. Et malheureusement, il n'y a pas eu grand monde pour le rappeler dans les médias et pour tenir un discours même pas profond, simplement instruit à ce sujet quand c'était nécessaire. Et nécessaire, ça l'a été quand beaucoup de questions se posaient autour des essais contrôlés et randomisés, et ça le sera probablement encore pendant cette pandémie, par exemple quand des questions vont inévitablement se poser autour des vaccins. Ce serait cool qu'à ce moment-là, les philosophes du Covid dans les médias, ce soit autre chose que les André Comte-Sponville, BHL ou l'inventeur du Covid-18 et de la ligne directe avec la vie, merci. Ce serait cool en somme que ce ne soit pas des grands disserteurs brillants et creux, mais plutôt de vrais spécialistes de philosophie morale, d'épistémologie et de philosophie de la médecine. Parce qu'il y en a. Et vous me direz, mais comment fait-on pour les trouver ces spécialistes? André Comte-Sponville, je veux bien croire que tout journaliste ayant un peu de réseau l'a dans son carnet d'adresses, c'est pratique. Mais ton obscur spécialiste d'épistémologie médicale, comment veux-tu qu'on le trouve? Eh bien tenez, je vais vous donner un truc, si vous êtes vraiment flemmard, vous pouvez tout simplement appeler le SAV de la philosophie. Le SAV de la philosophie, bonjour. La vengeance du pangolin. Le gars, il a publié un autre livre là. Et c'est pas une blague, en fait, c'est un compte Twitter, un compte collaboratif de philosophes de diverses spécialités. Est-ce que vous avez essayé de sortir de la caverne? À qui journalistes ou vulgarisateurs peuvent envoyer des demandes pour interviews, collaborations ou autres. Non, désolé, nous ne faisons pas les dissertations. Certains l'ont déjà fait avec profit, et même si je suis conscient que c'est surtout un vœu pieux, je serais très heureux que ça se fasse bien davantage. Un problème philosophique? Appelle le SAV, le SAV. Dilemme moral, angoisse métaphysique, régression épistémique, nos spécialistes sont à votre service pour répondre à vos besoins. N'hésitez plus, appelez le SAV de la philosophie, maintenant. Désolé, c'était juste trop tentant. En résumé et en conclusion, je dirais qu'il faut traiter la philosophie comme on traite n'importe quel autre champ de recherche en fait, c'est-à-dire donner la parole à des spécialistes des sujets abordés. Si les journalistes pouvaient seulement adopter cette attitude, qui n'a vraiment rien d'extraordinaire, la philosophie dans les médias pourrait enfin sortir de la merdasse grandiloquente dans laquelle elle est plongée depuis bien longtemps. Et si vous voulez penser le monde, pensez-le à partir de ça. Et de fait, il y a un moment donné où on est bien obligé d'être tragique en disant oui, je pense qu'on peut effectivement rouler à bicyclette plutôt qu'avec un diesel, c'est bien, on a sa conscience en paix, mais ça ne changera pas le mouvement du cosmos. Moi, je formule l'hypothèse que le réchauffement climatique suppose une organisation du cosmos dont nous ne connaissons pas le détail. Il y a aujourd'hui des physiciens, c'est la physique quantique qui nous permet de savoir ça, des physiciens qui nous apprennent qu'il y a des plurivers, des multivers. Et j'ai lu un livre l'autre jour formidable et le personnage utilisait une image extrêmement intéressante. Vous êtes dans votre bain, vous mettez la totalité de votre bain moussant dans la baignoire et puis hop, vous ouvrez le robinet et ça va faire des bulles. Et bien ça va faire des bulles plein la baignoire, puis ça va déborder de la baignoire. Donc il va y avoir des bulles plein votre pièce. Imaginez que ces bulles, elles aillent jusqu'aux confins de l'univers. Imaginez les bulles. Eh bien, chaque bulle, c'est un univers. Chaque bulle, c'est un univers. Donc, nous ne connaissons que de manière très approximative une bulle de la totalité de ces bulles qui vont jusqu'aux confins de l'univers. Donc, un jour, on découvrira probablement les interactions, les agencements, les blocs de bulles, tous les mouvements browniens, toute la physique quantique, enfin tous ces scientifiques qui un jour nous diront évidemment ce qui bouge ici, il bouge là, parce que là-bas il y a un truc qui a bougé 10 milliards d'années, il y a eu d'années-lumière, il y a eu ça produit cet effet d'onde gravitationnelle. La physique quantique, c'est que quand même deux particules qui sont éloignées de billions de je ne sais combien d'années-lumière, je ne vais pas donner de chiffres parce qu'un scientifique dira que j'ai eu tort et que c'était pas ça, je me suis trompé de 2 années-lumière. Donc elles sont en interaction. Mais comment sont-elles en interaction quand elles sont séparées à ce point? Ah ben c'est ainsi. Eh bien la physique quantique devrait nous permettre de dire soyons un peu plus modestes, nous ne savons pas tout. Le réchauffement climatique, c'est pas juste parce qu'on tire trop la chasse d'eau, c'est aussi parce qu'il y a des interactions de notre tout petit univers dans une configuration impensable avec les autres univers. Alors ça ne veut pas dire non plus saloper la planète, hein, c'est pas non plus une invitation à ça. Mais c'est juste une invitation à penser le réel tel qu'il est, à faire le nécessaire pour qu'effectivement on n'ajoute pas du pire au pire, ça paraît évident, mais sans pour autant culpabiliser et surtout sans avoir au bout du compte à nous dire que il va falloir au bout du compte qu'on achète une nouvelle voiture, qu'on mette de l'argent dans l'isolement des maisons, etc., et de faire un business qui lui a vraiment ses logiques.
Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu différente, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des retours. N'hésitez pas à partager aussi, c'est toujours agréable qu'une vidéo soit vue. Partagez avec vos amis fans de Onfray, de BHL et d'André Comte-Sponville. Je sais pas s'il y a vraiment des fans de BHL. Bref, je remercie toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur les plateformes de dons telles que Utip et Tipeee. C'en est pour l'heure la principale source de revenus, donc vraiment c'est important. C'est vraiment vous qui permettez à cette autre façon de faire de la philosophie d'être un peu visible au moins sur YouTube. Si vous savez pas quoi lire pendant le confinement, vous pouvez lire mon livre par exemple. Vous pouvez l'offrir à vos amis pour Noël. Vous pouvez cliquer ici pour une vidéo intéressante ou là pour une vidéo choisie par l'algorithme de YouTube selon des critères inexplicables. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, si vous avez un problème philosophique, il faut appeler le SAV. Le SAV. Maintenant. Enfin, je suis pas complètement nigo. Les mathématiques quantiques dont les preuves restent à apporter. Eh bien ça me donne envie de pleurer.